Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Appius Publicola était maintenant un très vieil homme, pas loin de 60 ans. Il était étendu sur son lit, la tête enfoncée dans le traversin, son maigre corps recouvert d'une simple couverture de laine marron. À côté du lit, sur une petite étagère fixée au mur, les statuettes de terre des dieux l'art montaient la garde. Dans le cadre de la fenêtre, les champs d'orge dans la pleine force d'août resplendissaient. Mais ce spectacle ne pouvait être d'aucun réconfort pour le vieil homme. Car il ne faisait de doute pour personne qu'Appius allait mourir. Pas d'une maladie précise, mais épuisé par la longue vie qui s'achevait paisiblement sur ce lopin de terre de Romagne. Calpurnia, l'épouse du vieillard, était morte depuis plusieurs années. Cependant, en ces heures qu'il savait dernières, Appius n'était pas seul. À son chevet se tenaient deux de ses fils, Brutus et Pompilius, paysans comme leur père. Une seule de ses belles-filles, Octavia, femme de Brutus, avait accompagné son mari. Et trois de ses petits-enfants, une fille et deux garçons, se trouvaient également auprès de lui. Aurelius, 5 ans, qui, depuis un moment, se tortillait sur son tabouret, osait poser la question qui le taraudait depuis longtemps, dit, « Grand-père, puisque tu vas bientôt te retrouver sur l'Olympe, tu ne pourrais pas nous raconter tes guerres ?» Un soupir fusa d'entre les lèvres craquelées du vieil homme. Mais l'œil qu'il leva vers le garçonnet aux cheveux ébouriffés était toujours vif, d'un bleu limpide. « Mes guerres ?» commença-t-il d'une voix qui chevrotait. « Je comprends qu'un garçon de ton âge t'y intéresse. Moi aussi, quand j'étais jeune, je ne rêvais que de coups d'épée, de gloire, et de la grandeur de Rome. Cependant, quand on est au milieu du combat et qu'on voit ses compagnons tomber, je te prie de croire qu'on ne regarde plus la guerre avec les mêmes yeux. Mais je sais bien que ce n'est pas cela que tu veux entendre. Alors écoute. » Le vieil homme, avec un effort visible, se redressa sur son traversin et entama son récit. « J'ai été mobilisé en 534. À l'époque, je venais tout juste d'avoir 17 ans, l'âge légal pour servir dans les légions. La raison de cette mobilisation était Carthage. Carthage est une ancienne colonie phénicienne établie en Afrique du Nord, sur un territoire compris entre le Maroc et la Libye actuelle. Elle était la grande rivale maritime de Rome. Tu connais un peu l'histoire de ton pays, n'est-ce pas, Aurelius ? Je vais quand même tâcher de te rafraîchir la mémoire. 50 ans avant l'histoire que je suis en train de te raconter, une guerre terrible avait opposé Rome à Carthage pour la maîtrise de la Méditerranée. On l'a appelée la Première Guerre punique, à cause de l'origine phénicienne de nos adversaires, les Ponis. Cette guerre s'est étendue sur 24 longues années. C'est que chacun des deux États la voulait pour lui tout seul, cette mer. Après des combats farouches, ce fut Rome qui emporta la victoire, en prenant aux Carthaginois 3 îles importantes, la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Ainsi, leur principal axe maritime de commerce coupé, nos ennemis se trouvaient très affaiblis économiquement. Néanmoins, le temps passant, les Carthaginois renouvelèrent leurs forces, et voulurent reconquérir ce qu'ils avaient perdu. « Grand-père, tu m'ennuies avec ces histoires » grommela Aurelius d'un ton chagrin. « Raconte tes batailles. » « Mais ces histoires, c'est de l'histoire, mon garçon. Tu devras m'écouter avec un peu plus d'attention, si tu veux comprendre quelque chose. » Le vieil homme, sourcils froncés, faussement sévère, s'était redressé un peu plus et menaçait de l'index son petit-fils. Mais l'effort était trop grand, et il retombait vite sur le traversin. « Où en étais-je ? Tu m'as fait perdre le fil, à cause de ton impatience. »« Ah oui. J'ai donc été mobilisé, et j'ai rejoint une caserne aux environs de Rome. Là, j'ai passé 6 mois d'entraînement si dur que tu ne peux pas en avoir une idée. Le maniement du glaive et du pilum, creuser des tranchées, élever des palissades. Et les marches, des marches de 50 km en plein soleil, avec notre équipement complet sur le dos, soit 40 bons kilos. 40 kilos. Pas un de moins, mon garçon. La cuirasse en lanière de cuir doublé d'acier. Le casque en cuivre. Le bouclier rectangulaire formé de 2 planches de pin renforcées de métal. Le glaive court. 3 ou 4 pilas. Une gourde avec 3 litres d'eau. Le baluchon avec une semaine de vivres. Les couvertures pour la nuit. On atteint vite le compte, je te prie de le croire. Mais enfin, au bout de 6 mois, je crois que je faisais un légionnaire honorable. Il était temps, parce que nos ennemis les Carthaginois arrivaient. Ils n'avaient pas attaqué par la mer, comme lors de la Première Guerre. Mais en passant par l'Espagne et en traversant la Gaule. Déjà, ils s'apprêtaient à franchir les Alpes pour attaquer Rome. Et qui était à la tête de leur armée ? Hannibal, le lion de Libye, cria triomphalement le petit Aurelius. Eh bien,
Mon garçon, je constate que tu connais tout de même un peu l'histoire de ton pays, souffla le vieux légionnaire. Tu as raison, c'est bien le surnom qu'on a donné au chef des Carthaginois. Aujourd'hui, beaucoup de temps a coulé. On considère Hannibal à la manière d'une grande figure du passé, un valeureux adversaire. Mais à l'époque de mes 17 ans, je te jure que le seul énoncé de son nom faisait trembler les plus courageux. Parle-moi encore de lui, grand-père. Mais que pourrais-je te dire de plus? Je n'ai jamais rencontré Hannibal en face, sinon il est probable que je n'aurais pas vécu jusqu'à cet âge avancé. D'ailleurs, Hannibal ne se distinguait en rien de ses soldats. Il était vêtu comme eux, armé comme eux. Il mangeait la même nourriture que la troupe, dormait enroulé dans une simple couverture, entre les sentinelles. Mais à la bataille, il se tenait toujours au premier rang, de même qu'il était le dernier à tourner bride à la fin des combats. Mais assez, avec cet Hannibal de malheur. J'étais en train de te raconter que l'armée de Carthage était sur le point de traverser les Alpes avec l'intention de marcher sur Rome. Une armée grosse de 60 000 hommes, dont 10 000 cavaliers, avec 37 éléphants de guerre. Des éléphants? Mais oui, Aurelius. Des bêtes venues d'Afrique, aussi grandes qu'une maison, qui pouvaient porter sur leur dos une demi-douzaine d'archers, possédaient une trompe capable de projeter un homme à 20 pas, et des défenses plus meurtrières que les pieux le plus aiguisés. Tu les as vus de près, grand-père? Oh! De bien assez près, tu peux me croire. Mais quand même dissimulé derrière des rochers. Car je faisais partie d'un groupe d'avant-garde que notre consul, Caius Flaminius, avait envoyé dans les contreforts des Alpes pour surveiller l'avance de l'ennemi. Un ennemi impressionnant, car les Carthaginois, reconnaissables à leur armure de bronze et leurs casques pointus, étaient accompagnés de mercenaires venus de nombreux pays, hoplites grecs avec leurs longues piques, frondeurs baléares aux besaces gonflées de lourdes boules d'argile, archers africains encore couverts de tatouages effrayants, et même des colosses blonds qui avançaient torse nu, nos vieux ennemis les Gaulois. Je comprends, tu as dû avoir une peur de tous les diables, grand-père. Peur? Un soldat de Rome n'éprouve pas la peur, jeune homme, sache-le. Et puis, nous avons reçu le secours d'un allié. Un allié qui s'appelle l'hiver. Les Alpes sont de très hautes montagnes, et les sentiers suivis par Hannibal à travers les cols plafonnaient jusqu'à 3000 mètres. À la fin septembre, l'armée carthaginoise piétinait encore sur les sommets. Un vent froid s'est mis à balayer les cols, et la neige est tombée, de plus en plus drue. Les mules et les chevaux des envahisseurs glissaient, chutaient dans des ravins. Les hommes, pour une bonne part venus de pays chauds, maugréaient, tombaient malades. Et, surtout, les éléphants moururent en grand nombre. En si grand nombre que, lorsque Hannibal parvint enfin dans la plaine du Pô, à la fin de l'hiver, un seul avait survécu. Alors vous avez gagné la guerre, grand-père, balbutia le petit Aurelius, un sourire fondu jusqu'aux oreilles. Et là, même en comptant les pertes considérables causées par la traversée des Alpes et la neige, les Carthaginois étaient encore forts. Et apparemment plus que jamais décidés à venger leur défaite passée en forçant les portes de Rome. Flaminius avait mis en branle son armée, avec le projet d'attaquer tandis qu'Hannibal se déployait en Étrurie. Moi, j'avais rejoint le gros de la troupe. Déjà un ordre passait de rang en rang, repérer le borgne et tuer-le. Le borgne? Oui, Hannibal en personne. Il venait, dit-on, de perdre un œil dans les marais malsains du nord de l'Étrurie. Une infection mal soignée. Ainsi, il serait repérable. Malheureusement, lorsque nous l'avons reconnu, il fondait déjà sur nous, à la tête de sa cavalerie. C'était un jour où le brouillard levé des marais était à couper au couteau. Les Carthaginois, selon une vieille tactique, avaient enveloppé de chiffons les sabots de leurs chevaux. Nous ne les avons pas entendus venir. Et ce fut le désastre. Bousculés, piétinés, les légions ont rompu leur bel ordre de marche. Nous avons dû nous battre par petits groupes isolés, sans ordre de nos chefs, harcelés par des guerriers hurlants qui semblaient surgir de nulle part. J'ai reçu une première blessure au flanc, un javelot. Puis une seconde, cette fois un coup d'épée, qui m'a emporté un morceau d'épaule. Quand j'ai appris par un fuyard que le consul venait d'être tué, je me suis enfui à mon tour, rampant parmi les morts et les mourants. Et ce n'est sans doute qu'à un miracle que je dois la vie. Cette déroute sanglante fut par la suite appelée la bataille du lac Trasimène. Un souvenir qui a du mal à remonter à ma mémoire, mes pauvres enfants. Le vieil homme se tut, ferma les yeux. Ceux qui l'entouraient purent un instant le croire mort. Mais un long soupir échappé de la bouche à moitié édentée rassura la famille assemblée. Appius battit des paupières, et sa voix chevrotante reprit le fil de son récit. Pour une raison inexpliquée, les Carthaginois ne profitèrent pas de leur victoire pour fondre sur Rome. Sans doute avaient-ils eux aussi subi de lourdes pertes et Hannibal, en bon général qu'il était, préférait attendre que ses hommes se soient reposés et les blessés guéris. Sans doute espérait-il aussi recevoir des renforts.
Aussi s'établit-il dans la plaine du Po et, selon une tradition bien établie, s'employa à piller tout le nord de l'Italie. Rome, de son côté, reconstitua ses forces. C'est ainsi que, 2 ans plus tard, je me suis retrouvé au sein d'une nouvelle légion, sous le commandement du consul Émile. Nous étions 10 000, et nos ennemis, 50 000 seulement, car les renforts espérés par Hannibal ne sont jamais arrivés. La rencontre que nous pensions décisive eut lieu en Apulie, près de la petite cité de Cannes. Alors, quoi, grand-père? Quoi, même après tout ce temps, les mots ont du mal à franchir mes lèvres. À tel point que je me refuse à vous conter le détail du combat. Sachez seulement que ce qui s'était passé à Trasimène se reproduisit à Cannes. Cet Hannibal était bien un démon. Avec des forces presque 2 fois inférieures en nombre, il a fondu sur nous comme la foudre, nous a encerclés, laminés. J'ai encore reçu 3 blessures avant de m'effondrer. Autour de moi gisaient les corps de 50 000 Romains. 80 sénateurs avaient péri, ainsi que nos 2 consuls, Émile et Varron. Cannes est considérée aujourd'hui encore comme la plus grande des fêtes romaines. Dans la ville où j'avais trouvé refuge avec les autres survivants, tous les citoyens gémissaient, et les hommes se couvraient la tête de cendres. Pour se concilier les dieux, les prêtres ont ordonné des sacrifices, y compris humains. Tu veux dire qu'on a égorgé des hommes de la même façon qu'on égorge des bœufs, grand-père? Eh bien, 4 prisonniers seulement. 2 Gaulois et 2 Numides. Fût-ce grâce à ces sacrifices? Ou parce qu'Hannibal était aussi épuisé que nous? À cette occasion encore il ne se risquait pas à attaquer Rome. Au contraire, il est passé au large de nos murs, poursuivant son chemin vers la Grèce, pour des conquêtes qu'il devait espérer plus faciles. Cela a permis à Rome de reprendre une nouvelle fois des forces et de lever de nouvelles légions. Il va y avoir encore des batailles? Raconte, grand-père, raconte, un peu de patience, mon petit. Quelqu'un ne pourrait-il aller me chercher un gobelet d'eau au puits? J'ai grand soif, à parler ainsi. Ce ne fut que lorsqu'Octavia eut apporté l'eau fraîche qu'Appius, après s'être longuement désaltéré, reprit le fil de son histoire.